podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je reçois une athlète qui a fait beaucoup de patinage artistique, qui travaille au niveau de la santé mentale, qui a fait aussi des conférences pour des bénévoles, puis pour savoir comment accompagner les athlètes dans ces événements-là. Donc, Marie-Hélène Poirier, bienvenue sur le podcast, puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Jean-François. Écoute, ça fait plaisir. Première question pour toi, là, comment que le sport est arrivé dans ta vie? Hmm. Mais j'ai toujours été très active parce que j'ai commencé à l'âge de 4 ans le patinage artistique, là, puis déjà j'étais dans le monde de la compétition, là. Fait que ça a vraiment marqué mon enfance, là, le patinage artistique, c'était mon sport. Enfin. J'ai arrêté vers la fin de l'adolescence ce parcours-là, puis j'ai vraiment basculé dans le sport de plein air. Fait que, j'ai centré vraiment tous mes intérêts sportifs vers des activités qui me faisaient plaisir à faire. Puis moi, ce qui me faisait plaisir, c'était de jouer dehors. Depuis ce temps-là, tu sais, autant l'hiver, l'été, l'automne, le printemps, peu importe la saison, je trouve quelque chose que j'aime, puis c'est ça que je pratique. OK, OK, super. Puis, le patinage artistique, est-ce que tu en as fait des compétitions? Tu en as fait quand même assez longtemps, hein, je crois. Ouais, j'en ai fait vraiment longtemps. Puis je patinais 4 saisons, là. Moi, je viens de la Gaspésie. Fait OK, que je OK. faisais, je faisais partie des petits clubs en Gaspésie, mais on venait faire des camps d'été ailleurs, à Rimouski, à Québec. Ouais, on voyageait des fois, tu sais, Gaspé, Rimouski, c'est quand même 4h30, là. Mais on partait après l'école primaire. Le vendredi, on revenait le dimanche soir tard pour faire des camps intensifs, là. C'était tous mes temps libres qui étaient autour du patin pendant plusieurs années. Mm. OK, OK, super. Puis maintenant, à cette heure, tu préfères un peu tous les sports de plein air, puis selon les saisons. Ouais. Ce que je préfère, c'est beaucoup les sports de glisse, là. Fait que je fais vraiment beaucoup de planche à neige, puis de splitboard, là, du touring, dans le fond, Ouais, ouais, qui est ouais. en popularité dans les dernières années. Mais bon, venant de la Gaspésie, c'est quand même un super beau terrain de jeu pour ça. Fait que c'est Ouais. sûr que ça a accompagné plusieurs années, hein, le splitboard puis la planche à neige. Je fais beaucoup de ski de fond aussi, le récréatif pour le plaisir, de la randonnée. Puis maintenant, j'habite à côté du Mont-Saint-Anne, fait que c'est dans ma cour, là, la montagne. Fait que c'est sûr, je profite vraiment de cet environnement-là l'hiver. Puis ben, l'été aussi, là, randonnée, course de trail, beaucoup aussi, là, de façon récréative. Vélo de montagne, plus. On est vraiment dans un bel environnement pour ça ici, puis vélo de route. OK, OK, super. Fait que t'es vraiment de multisport. On dirait. OK, excellent. Puis comment c'est venu pour toi ta passion pour la relation d'aide, pour aider les gens? Ouais, comment c'est venu? Ben, je pense que ça m'a toujours accompagnée, tu sais, ce désir-là d'être avec l'autre. Là. Je suis vraiment relationnelle et sociable, là, je pense. Je suis une fille qui aime ça être entourée, puis je pense que je suis beaucoup aussi dans l'empathie, tenter de comprendre l'autre. Fait que c'est quelque chose qui a marqué le parcours de ma vie probablement. Puis j'ai fait beaucoup de voyages plus jeune, là. Je suis partie de la Gaspésie, puis vers 18 ans, puis je suis partie en Australie pendant un an et je suis allée travailler dans le désert d'Australie, dans les Outbacks, Hmm, communauté aborigène. Fait que j'étais la seule blanche occidentale là, qui arrivait dans cette communauté-là. C'était un bon choc culturel, je dirais. Euh, et puis, j'ai été quand même frappée par la différence, c'est sûr, là, toute la différence dans cette communauté-là, tous les problèmes sociaux aussi. Euh, Fait que ça a vraiment marqué mon parcours, ça, puis mon désir
de m'impliquer dans l'accompagnement psychosocial, de mieux comprendre l'environnement dans lequel les autres baignent. Fait que, suite à j'ai passé quand même beaucoup de temps là, dans ce voyage-là, mais c'est suite à ça que je me suis inscrite à mes études en travail social. OK, OK. Puis, je suis curieux de savoir comment tu as fait pour communauter avec et pour communiquer avec la communauté en Australie. Pour me rendre là, Non, 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 ou mais pour parler avec eux, on parler parlait anglais? ouais, majoritairement OK, anglais. Puis OK. en fait, la situation socio-économique et psychosociale des Premières Nations en Australie ressemble beaucoup à celle qu'on va vivre dans le nord du Québec ou dans le nord du Canada. Fait que les mêmes genres d'enjeux subsistent également, là. Fait qu'on était vraiment dans des situations comme ça. C'était quand même impressionnant parce que j'étais jeune, hein, j'avais 19 ans quand j'ai trouvé ce job-là. Puis, il n'y avait pas de route qui se rendait à Oulnadata. Fait que j'avais été portée là par un hélicoptère qui venait porter la nourriture en même temps dans la communauté. Puis, je savais qu'elle revenait dans 2 semaines, tu sais. Fait que j'ai trouvé comme mes premières 2 semaines difficiles que j'étais vraiment en adaptation aussi. Puis finalement, j'ai tellement apprécié mon expérience. Je suis restée 5 mois, je pense. Fait que j'ai tellement apprécié mon expérience là, que ouais, finalement, au final, je voulais plus partir. OK, OK, ouais, ça a dû être difficile hein, de te couper les liens après, là. Ouais, mais ça a vraiment marqué mon parcours, ces belles rencontres-là, puis aussi mon ouverture là, aux autres. OK. Mm. Ah, super, ça. Puis, donc, après ça, tu as décidé d'aller à l'université en travail social. Ouais, exactement. Donc, j'ai débuté des études par la suite en travail social. Fait que je me suis, le travail social, c'est très large hein, dans la relation d'aide. Fait qu'on peut intervenir avec différentes clientèles. Il y en a qui s'intéressent davantage aux jeunes, d'autres à la santé mentale, comme moi. Mais il y a aussi les personnes qui vivent des handicaps physiques, là, peu importe, les écoles. Donc, il y a plein de clientèles puis de domaines possibles. C'est sûr que moi, je me suis intéressée vraiment aux personnes qui vivaient des problématiques de santé mentale, puis j'ai orienté mon parcours comme ça au niveau du baccalauréat. Puis suite à mes études, j'ai tout de suite commencé à travailler en santé mentale. Puis après mon bac, je me suis inscrite à la maîtrise. Puis c'est vraiment dans le cadre de mon parcours de la maîtrise en santé mentale et en psychiatrie que je me suis intéressée davantage à l'impact du sport comme traitement alternatif euh, pour traiter des problèmes de santé mentale, majoritairement des problèmes reliés à l'anxiété et la dépression. Mhm. Oui, c'est super intéressant parce que tu as formé un groupe aussi hein, de courses que des gens qui avaient jamais fait de sport peut-être de leur vie puis qui partaient quand même de très loin puis t'es emmenés à faire un 5 kilomètres. Oui, ouais, ça c'est vraiment une expérience intéressante, mais comme c'est une expérience qui s'est répétée au fil des années, mais je peux expliquer comment que c'est parti, là. Il y a une psychiatre avec qui je travaillais, qui avait c'est ça, l'intention vraiment, puis l'objectif d'apporter un groupe de patients atteints de troubles psychotiques sévères et persistants euh, dans une expérience sportive. Fait qu'on parle de des gens qui n'avaient pratiquement jamais fait de sport ou qui étaient très sédentaires dans le moment et qui vivaient avec une comorbidité là, de problèmes reliés à leur état de santé mentale. Donc, ça pouvait être des symptômes psychotiques très actifs, des hallucinations, des idées délirantes, etc. Puis, ben, on est parti à la base. Donc, on a fait un programme, là, c'est plus que du fractionné. Là, on a commencé par aller prendre des marches. Hein, c'était ça le premier objectif. Puis, tranquillement, au fil des mois, on est arrivé à courir dans un vrai événement sportif, là, un 5 kilomètres avec ces gens-là. Mm. Ça a dû être une expérience vraiment, vraiment enrichissante pour toi, ça. Oui, mais surtout pour eux, je pense, pour Oui, ces oui, 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 personnes. oui. Puis, je pense que c'est ça, repousser ses limites. Tu sais, repousser ses limites, pour moi, c'est le plus bel exemple que j'ai vu de démonstration de force mentale aussi. Tout ce que ça pouvait demander à des gens complètement inactifs de faire ça, mais
aussi toute l'exposition sociale dans un événement sportif comme ça, c'est énorme pour des gens qui vivent avec des problèmes d'anxiété. Fait que, ouais, je pense que c'est toutes les retombées positives. On pourrait parler, moi, c'est là-dessus que j'ai fait mes projets de maîtrise, mais on pourrait parler de toutes les répercussions positives au niveau des capacités cognitives. Donc, le sport, ça améliore les capacités cognitives, la mémoire, la concentration, l'attention, mais aussi l'estime de soi, hein, tout le sentiment de valorisation personnelle parce qu'on accomplit quelque chose, on atteint des objectifs. Fait que ça, c'est vraiment énorme. L'amélioration du fonctionnement en général aussi dans les autres activités de la vie quotidienne et les activités de la vie domestique parce que le sport, les études, puis la littérature nous dit que ça va impacter jusqu'à 48 heures après notre activité positivement notre fonctionnement. Puis, toute l'amélioration qui est apportée par les niveaux de plaisir. Hein, on ressent du plaisir en faisant ces activités-là. Donc, une amélioration de l'état général, de l'humeur. Fait que c'est ça que j'ai pu voir. Tu sais, pour moi, c'est ça que j'ai le plus appris. C'est l'impact que peut avoir la pratique d'une activité sportive sur une personne, peu importe d'où qu'on commence. Peu importe, tu sais, on va juste utiliser des moyens différents, un rythme différent, s'adapter, saisir d'autres opportunités, OK, dépendant d'où que la personne elle commence, mais on va atteindre nos objectifs, on est capable. Mm. Mhm. Puis ça a dû être super valorisant pour eux aussi de, tu sais, quand tu penses que c'est impossible marcher 1 kilomètre, puis quelques mois plus tard, tu cours un 5 kilomètres, c'est quand même vraiment un événement de life changer, là. Ouais, vraiment, vraiment. Puis, je pense que un des aspects qui m'a le plus marqué, c'est que les gens pouvaient expérimenter des réactions corporelles qui normalement sont reliées à leurs symptômes relatifs à leurs problèmes de santé mentale. OK? Mais là, ils les manifestaient et ils les expérimentaient dans un contexte positif. Je vous donne un exemple. Donc, les crises de panique, l'anxiété, ça va induire des réactions physiques dans le corps des personnes, comme par exemple des palpitations cardiaques ou des sueurs froides, on le sait. Mais on expérimentait les mêmes réactions corporelles, mais dans un contexte sain, dans un contexte sportif. Puis ces gens-là, souvent, ils n'avaient jamais ressenti de palpitations cardiaques autres que dans une crise de panique. OK? Fait qu'on était en train de leur dire, ah, tiens, on vous offre complètement d'autres paramètres, c'est correct. C'est correct, là, de les vivre. Puis ils remarquaient, hey, je vois bien quand même que je vis ça. OK? Fait que Hmm. ça a été un levier vraiment important ensuite au niveau psychothérapeutique là, euh, dans le traitement des problèmes de santé mentale dont ils vivaient chaque jour. Là. Mm. Mhm. D'accepter aussi, je pense, de se sentir comme ça, puis de voir que ça peut être normal dans d'autres contextes. Ouais, exactement, d'apprivoiser, tu sais, d'apprivoiser ces sensations-là qui, pour eux, étaient perçues toujours négativement. Puis là, c'est un Mhm. cercle vicieux, hein, dans ce temps-là. Ouais, ouais, Oh ouais. non, je suis rendue là dans ma crise de panique, je suis même rendue aux palpitations, etc. Fait que là, c'est un cercle vicieux. Ces pensées-là induisent d'autres émotions, d'autres réactions physiques dans le corps, d'autres comportements. Et là, on vient de faire cette chaîne-là puis dire, hey, c'est correct. C'est juste cette pensée-là de se dire, hey, c'est correct, puis c'est bien, c'est normal que mon cœur bat fort parce que je travaille fort. Mais ça apporte une émotion qui est totalement différente, qui risque d'être, au lieu de l'anxiété, qui risque d'être du soulagement, un sentiment de fierté personnelle. Donc, la réaction physique va être tout autre aussi, puis le comportement risque d'être encouragé à poursuivre l'activité physique qu'on faisait. Mm. Mhm. Puis, est-ce que tu as vu une ouverture chez les participants pendant ce processus-là? Une ouverture, qu'est-ce que Ben, tu au veux dire? fait que, je veux dire, tu sais, moi, si je passe 2, 3 jours sans aller m'entraîner, je sais que je suis un petit peu plus marabout, plus. Mais tandis que quand je vais m'entraîner, je sais que je suis vraiment, tu sais, plus rayonneux, plus positif. Puis, et j'ai
je peux avoir peut-être plus d'ouverture à être plus vulnérable aussi. Mhm. Ça, c'est vraiment personnel à moi. Mais ma question, c'était pour voir si eux, t'as vu que peut-être ça a créé de la confiance aussi entre vous. Mais est-ce que tu as Mhm. vu que ça a créé un petit peu plus d'ouverture à ce niveau-là? Euh, Certainement. Je pense qu'il est intéressant dans ce que tu apportes, c'est deux choses. Premièrement, ben, la littérature, elle nous le dit, hein, que l'activité physique, la marche, là, tu sais, on n'a pas besoin d'y aller avec monter à montagne à la course, là. Mais simplement Mhm. la marche, ok, une activité physique, une mobilisation du corps vers quelque chose, ce que ça nous permet, c'est de produire plein d'hormones. Fait que moi, j'appelle ça la pharmacie naturelle dans notre corps, ok? De solliciter notre pharmacie naturelle, de la mettre de l'avant, de produire plein d'hormones qui sont associées au mieux-être. OK? La dopamine, la sérotonine, les endorphines, bon, pour n'en nommer que quelques-unes. Fait que je pense que ça, oui, ça, déjà, ça peut favoriser une ouverture parce qu'on voit mieux. On est plus dans le plaisir, on est plus dans le bien-être, on améliore son estime. Euh, L'autre dimension importante que je voulais aborder, c'est toute la notion de confiance un peu que tu as touché. Euh, la confiance en l'autre. En fait, moi, c'est un peu, là, j'ai une pratique privée en travail social. J'utilise beaucoup l'activité physique comme moyen psychothérapeutique. Pourquoi? Parce que on entre dans une relation de confiance thérapeutique plus grande. Euh, En fait, c'est beaucoup de dire que ton thérapeute t'accompagne jusqu'à aller marcher avec toi. OK? Bon, donc, on rentre dans une relation de profondeur plus facilement à ce moment-là, mais il y a aussi quelque chose que on n'est pas face à face. Oui, C'est oui, moins, oui, oui. c'est moins intimidant. Ça crée de l'ouverture. Puis je me rappelle que j'avais déjà entendu ça pour créer de l'ouverture avec une personne qui est en date parce que c'est moins confrontant qu'être face à face. Oui, exactement. C'est moins confrontant qu'être face à face. On est un à côté de l'autre. Puis moi, quand je le fais auprès d'une personne, mais je me vulnérabilise aussi. Je suis pas Mhm. dans mon bureau, dans mon petit kit professionnel, là, OK, qui est très sécurisant pour moi, puis qui est un grand bouclier aussi pour un travailleur social, un psychothérapeute, etc. Non, Ouais, tu sais, ouais, ouais. je suis Marie-Hélène dans mes accoutrements normaux qui te suggère, te propose mon environnement aussi. Fait que j'offre une petite partie de moi également dans cette séance-là en travail social, en psychothérapie. Puis je crois que cette ouverture-là que j'offre à l'autre personne, euh, ça facilite l'autre personne à s'ouvrir avec la même profondeur également. OK, super. Puis est-ce que c'est une pratique qui est assez courante? Non. Tu veux dire en travail social ou Ouais, ouais, en... ouais, ouais. Non, c'est pas courant. Mais ça reste que les travailleurs sociaux, on est le professionnel de la santé qui s'intéresse beaucoup à l'environnement qui entoure les personnes. OK? Ouais, 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 ouais. Donc, ce qu'on veut offrir comme angle de traitement, c'est ça, un impact sur l'environnement. Si on utilise beaucoup la métaphore, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu parler, mais de la plante. Hein, je te l'offre là parce que je pense que ça va faciliter la compréhension de notre travail, mais on a une plante chez nous, elle est en train de dépérir, elle est vraiment plus belle, on a honte d'elle, puis on veut la jeter au vidange. Mais les vidanges passent juste dans 5 jours. Fait qu'on prend sa plante, puis on va la porter dans son garage en attendant. Fait qu'on l'oublie là pendant 5 jours, puis 5 jours suivants, c'est les vidanges, on va la chercher dans son garage, puis elle est vraiment belle. Puis tout d'un coup, elle a fleuri, puis elle va mieux que jamais, cette plante-là. Pourquoi? Mhm. Ben, parce qu'on l'a changé d'environnement, puis l'environnement qu'on lui offrait ne lui convenait tout simplement pas. OK? Puis en lui offrant un autre environnement, ben, on lui offre d'autres opportunités aussi, puis elle les a saisies. Fait que si je présente cette métaphore-là, c'est que ça fait beaucoup écho à la pratique du travailleur social. Hein. Fait il n'y a pas tout le monde que en intervention psychothérapeutique, ils vont s'ouvrir dans un contexte de bureau face à face. Fait que moi, je m'adapte à l'environnement que la personne veut me proposer. Il y en a que c'est des marches dans leur quartier, puis il y en a d'autres, c'est dans la nature. Puis ça facilite la relation psychothérapeutique.
OK, super, super intéressant. Puis, ça ressemble à quoi quand tu donnes des ateliers de formation? Disons qu'on prend le contexte d'un ultra-trail, là. Ça peut ressembler à quoi la conférence et un petit peu ce que tu vas partager aux bénévoles et équipes médicales? Oui, fait que c'est un autre angle. Donc, quand on parle de Ouais. sport puis de santé mentale, on peut aborder l'angle qu'on vient de s'offrir. Fait que comment que le sport peut améliorer l'état de bien-être d'une personne en agissant sur différents symptômes puis de différentes façons. Fait que juste ça, c'est un sujet super intéressant, bien porté par la littérature aujourd'hui, puis on le sait, puis même, tu sais, on va voir son médecin de famille, puis on file pas, le médecin va nous encourager à aller à amorcer une marche. Bon, ça, c'est correct. Mhm. L'autre angle que je porte également, de par mon parcours, là, parce que j'ai fait quand même 10 ans là, en itinérance, en intervention de crise, en troubles psychotiques, c'est comment qu'on peut accueillir une personne qui vit un épisode de détresse, OK, ou qui vit un épisode difficile. Pourquoi? Puis c'est ça que j'aborde beaucoup dans la formation. Pourquoi? Parce que la façon qu'on va accueillir la personne, la façon qu'on va communiquer avec elle, va changer son expérience, va changer son parcours. Donc, c'est vraiment l'angle là, que j'adopte là, dans les formations, qui s'adresse davantage aux équipes médicales, aux bénévoles qui vont accompagner des coureurs sur plusieurs jours. OK, super. Puis, il y a un truc que tu m'as parlé un petit peu, c'est dans le fond, c'est que tu suggères pas nécessairement faire de la valorisation positive envers les gens. C'est plus d'accueillir l'émotion qui est au moment. Ouais, moi je suis un peu, j'appelle ça du dopage psychologique. Mhm. On a entendu beaucoup pendant la pandémie. Ça va bien aller. Mm. Ouf, ouais, Et vraiment. moi, je suis un peu allergique à ça. Pourquoi? Parce que quand ça va pas, ça vient cogner sur un clou. Puis ça, en fait, ça fait le contraire, ça empêche quelqu'un d'aller bien. Parce qu'on l'autorise pas à aller mal. Fait que moi, je fais le contraire. J'autorise la personne à aller mal. Je l'accueille, peu importe ce qu'elle vit. OK? Euh, dans le contexte qu'elle vit. Fait que c'est un peu le mot aussi que je dépose dans mes formations, c'est autorisation. OK? Ce qu'on veut, c'est autoriser l'autre à vivre ce qu'il vit, à la hauteur de ce qu'il vit, OK? À l'intensité de ce qu'il vit. Fait qu'on vient pas lui dire, hey, ce que tu me dis, c'est vrai. Tu sais, si la personne dit, hey, j'y arriverai jamais, puis je vais lâcher, là. On vient pas lui dire, c'est vrai que tu vas lâcher. On vient dire, hey, c'est correct. C'est correct de te sentir comme ça. On vient dire, ce que tu vis en dedans de toi, là, c'est vrai. Puis tu as le droit de le vivre. Puis qu'importe personne, OK, qui serait dans le même contexte que toi, dans la même situation puis dans ton parcours, probablement se sentirait comme ça aussi. Fait que c'est ça l'autorisation. C'est autoriser la personne à vivre l'émotion qu'elle vit dans l'intensité qu'elle le vit, dans le moment qu'elle le vit. Mhm. Puis corrige-moi si je me trompe, là, c'est qu'il faut pas penser comme nous, on voudrait que la personne soit, mais plutôt se mettre un petit peu dans sa peau. Ah oui, c'est intéressant ce que tu dis, Jean-François, parce que il y a beaucoup de gens qui vont dire que l'empathie, c'est de se mettre dans la peau de l'autre. Hein? Mhm. Je pense que dans le discours populaire, c'est ça. Et moi, je corrige aujourd'hui. L'empathie, c'est de se mettre dans la peau de l'autre, dans le système de configuration de l'autre. OK? Mhm. Que, euh, tu- moi, Marie-Hélène, je pense d'une certaine façon parce que je suis comme ça, parce que je viens d'un tel milieu, OK? Parce qu'il m'est arrivé ça dans ma vie, OK? Peu importe. Fait que l'empathie, c'est de se mettre à la place de l'autre, pas juste dans sa course, mais dans la façon que l'autre est conçu et réfléchi aussi. OK? Puis c'est justement, c'est à la base aussi de la connexion entre deux personnes. Puis ça nous aide beaucoup à démontrer, donc à connecter, à démontrer de l'empathie, à reconnaître que ce qu'on a devant nous, c'est une infime partie du parcours de la personne, puis qu'on ne connaît pas l'ensemble de l'œuvre. Donc, c'est très difficile de porter un conseil puis une solution basée sur une infime partie qui nous est offerte aujourd'hui.
Mhm. Surtout si tu es un bénévole qui va être là peut-être 2 minutes dans sa journée, qui est dans un événement qui va peut-être durer jusqu'à 24 heures. Oui, exactement, surtout. Euh, ouais, un autre truc aussi que j'aborde puis que je trouve intéressant à témoigner, c'est que tu sais, la personne n'avait pas besoin d'être dans un gros état de détresse, mais souvent, elle vient nous déposer une petite émotion, un petit sentiment, hein. Puis nous, on est un petit peu impuissants quand on reçoit ça, quand on est un bénévole ou quand on est un ami ou un conjoint même, une équipe médicale, on est un petit peu impuissant souvent devant l'émotion que quelqu'un d'autre nous présente. Fait qu'on a tendance à apporter une solution, hein. Qu'est-ce qu'on... Hmm. C'est 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 normal. classique. C'est classique, puis c'est normal. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est qu'on vient rationaliser à la place de l'autre, hein. Mhm. On apporte une solution, et une solution, souvent, ça fait partie de notre logique, de notre rationnel. Lorsqu'on fait ça, par contre, c'est comme si on vient dire à l'autre, ce que tu vis, t'as pas raison de le vivre parce que la solution, elle est facile, elle est là et je te la présente. Lorsqu'on n'autorise pas quelqu'un à vivre son émotion, elle va justifier son importance de la vivre. Donc, probablement qu'elle va la manifester plus fort. C'est un comportement qui est très inconscient. OK? Euh, à l'inverse, lorsqu'on autorise une personne à vivre son émotion, OK? Puis qu'on sécurise cette partie-là, qu'on vient dire, c'est correct de vivre ce que tu vis, qu'est-ce qu'on fait? On vient lui permettre elle-même d'accéder, oups, à l'autre bord, son cerveau droit, puis son côté plus logique et rationnel. Je pourrais vous offrir un exemple, là. Je l'aborde souvent, cet exemple-là, parce que les gens se reconnaissent. Donc, on arrive du travail, on dit que à notre ami, conjoint, conjointe, parent, qu'on a vécu une journée particulièrement difficile. Puis la personne, elle nous répond, non, mais là, c'est pas si pire, là, on va avoir une belle soirée à soir, on avait ça de prévu. Bon, qu'est-ce qu'on vient faire? Ben, on vient lui dire, on vient minimiser l'émotion qu'elle vit, puis on vient lui offrir tout de suite un côté logique. Donc, la personne, elle ne se sent pas autorisée, puis elle risque de nous répondre quelque chose du genre, non, non, tu ne comprends vraiment pas, là, ça va pas. Et en plus, il m'est arrivé ça aujourd'hui, puis ça, puis... Donc, elle va rester prise dans son émotion jusqu'à ce qu'on lui autorise à la vivre. Même situation, une personne arrive du travail, puis dit, hey, j'ai vraiment eu une journée de merde. Puis son conjoint, son parent lui répond, hey, je te comprends. En plus, ça a mal parti ta journée un matin, là. J'étais pas là pour t'aider. Puis, bon, même situation, contexte complètement, puis réaction complètement différente de l'autre, qui vient autoriser, valider ce que la personne vit. Mais la personne, probablement qu'elle va elle-même, à ce moment-là, accéder à son cerveau, puis dire, à son cerveau droit, puis dire, oh non, tu sais, je vais avoir une meilleure journée demain, là. Merci de m'avoir écouté. Fait que Mhm. c'est la même chose qu'on veut faire lorsqu'on accueille une personne qui vit un événement difficile dans une course. On vient dire, hey, c'est correct. C'est tout ce qu'on a, c'est à lui faire un reflet de son émotion. Elle nous le dépose parce qu'elle a besoin de le déposer. Fait qu'il faut l'accueillir, faut le recevoir. Mhm. Ouais, puis ça crée de l'ouverture au lieu de la fermeture. Vraiment, vraiment. Mm. Super. Puis, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui fait un crew pour, mettons, quelqu'un qui se prépare pour un événement de 100 miles, là, qui est quand même un gros défi, là. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil avec l'expérience que tu as présentement pour... C'est quoi les bonnes qualités pour faire un bon crew pour la personne qu'on accompagne? Donc, pour accueillir quelqu'un, là, Ouais, 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 ouais. je vais les sortir, j'avais préparé quelques phrases parce qu'il y a des gens pour qui c'est plus difficile de voir quelles phrases peuvent favoriser la validation de l'autre, l'accueil de l'autre beaucoup. Puis quels petits gestes, comportements aussi qu'on peut faire. Fait que je peux en sortir quelques-uns. Euh, mais c'est ça. Déjà, ce qui ressort, là, c'est de pas y aller dans la minimisation. Fait que je vais aller sur les pièges à éviter, là, ça serait ça. Puis minimiser, c'est dire, par exemple, le mot juste. Hey, il te reste juste 25 kilomètres. Mhm. Pourquoi? Parce que le juste 25 kilomètres, ça peut paraître énorme pour l'autre personne. Fait qu'on veut vraiment éviter l'utilisation.
des termes comme ça. Même chose que tantôt je le disais, l'optimisme à outrance. Hey, ça va bien aller. Bon, on peut éviter des phrases comme ça. Je dirais aussi à la crew d'éviter des mots d'ordre comme tu sais, calme-toi, assis-toi, tu sais, d'être plus dans l'accueil et d'essayer de palper la personne elle est où présentement dans dans son parcours, dans son corps, dans sa tête, puis de l'accompagner là-dedans, de lui demander qu'est-ce qu'elle a besoin, peut-être lui refléter. Et je vois que c'est peut-être une petite partie plus difficile pour toi. Qu'est-ce que je peux faire à ce moment-ci pour t'aider? Comment je peux être là pour toi? Comment je peux te soutenir? Donc, on redonne du pouvoir à la personne, puis le pouvoir aussi de nous suggérer une solution. Ouais, puis Euh, la félicité de ce qu'elle a fait comme parcours jusqu'à présent, est-ce que c'est une bonne pratique? oui, oui, je pense vraiment. Quand je dis éviter l'optimisme à outrance, c'est juste de lui dire c'est ça, ça va bien aller, etc. Si on voit que la personne elle n'est pas dans un état psychologique comme ça, c'est mieux de lui dire, hey, c'est difficile pour toi, mais je suis là. Tu sais, ça va avoir beaucoup plus de portée sur son mieux-être. Mais oui, Mhm. je pense, tu sais, toute forme d'encouragement, ça fait vraiment, vraiment du bien de lui rappeler tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, puis qu'est-ce qu'elle a traversé, puis la façon qu'elle a réussi à le traverser, parce que ça fait partie de sa boîte à outils personnelle, de ses ressources. Fait que lui rappeler toutes les ressources qui vivent en elle à ce moment-ci, puis qu'elle peut déployer pour poursuivre, passer au travers le défi qu'elle vit présentement. OK, super. Je m'étais mis des petites phrases aussi pour la validation, la reconnaissance là, de l'expérience de l'autre. Fait que, ouais, au lieu de dire des solutions, quand on voit que quelqu'un, ça va pas, donc au lieu d'être dans une approche solution, de juste reconnaître, dire, tu sais, je vois que c'est difficile pour toi, tu as le droit d'être à bout du rouleau, tu voulais tellement arriver au bout de cette course sans douleur, sans souci majeur. C'est tout. On suggère pas de solution ensuite. C'est totalement OK, totalement correct de se sentir comme ça dans une situation comme la tienne. Ce que tu vis présentement parle de ce qui est important pour toi, puis je suis là pour t'accompagner dans ton parcours. OK? Fait que Hmm. puis finalement, j'ai le goût de dire toutes les manifestations de gratitude. Et merci de me raconter ça. Merci de me permettre d'être là pour toi. OK? Parce que la personne, elle se présente à nous dans sa plus grande vulnérabilité, probablement. OK? Clairement, ouais. Vraiment. Puis nous, on fait un petit pas dans la vulnérabilité aussi en admettant que ça nous fait du bien, qu'elle se confie à nous, puis en lui offrant un merci. Fait qu'encore une fois, on rentre dans une couche de profondeur relationnelle qui apaise puis qui fait du bien. OK, super ça. Puis, toi, est-ce que tu as déjà été support pour quelqu'un qui faisait un ultramarathon comme ça? Euh, j'ai pas été officiellement support, mais ben, j'ai fait partie de certaines équipes bénévoles et tout. Fait que j'ai pu observer là, des gens qui vivaient soit des symptômes reliés à l'anxiété. Souvent, ça arrive. Là. On dit souvent que la première moitié du parcours, on rencontre beaucoup de défis, notamment au niveau musculo-squelettique. Mais la dernière partie du parcours, dans un ultra, on rencontre beaucoup de défis mentaux. Hein? Oui, oui, clairement. Oui, ça demande la démonstration d'une grande force mentale aussi, puis une grande résilience. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut voir des symptômes apparaître comme l'anxiété, assurément, en lien avec toute la fatigue là, au niveau périphérique qui s'est installée dans le corps, mais aussi la pensée parasite. Donc, la pensée parasite, c'est par exemple de se dire, hey, j'y arriverai pas, je suis plus capable, puis que ça tourne en boucle dans notre tête. Puis ce que j'ai pu percevoir d'autres aussi, à certains moments, c'est même une altération de la réalité, comme par exemple un petit épisode psychotique. Là. Il y a une personne qui me dit qu'elle voyait des visages sur les roches, puis elle était vraiment dérangée là, par la manifestation de ce symptôme-là, puis apeurée. Fait que oui, tu sais, on peut voir ça chez quelqu'un qui a porté son corps dans un niveau de stress tellement important qu'il y a une altération au niveau de la réalité, une perte de contact. Puis qu'est-ce que tu dis à une personne là, qui a des hallucinations là, puis qui est rendue vraiment dans un autre monde? Qu'est-ce qu'on doit faire pour la rassurer? Hmm. Ben, c'est sûr que tu sais, c'est bref, hein, c'est pas une personne qui souffre probablement d'une
d'une maladie chronique, là, au niveau de la santé mentale. Fait que, tu sais, elle a besoin, je pense, d'être rassurée, de dire, ben, premièrement, je te crois, là, tu sais, tu vis vraiment quelque chose de difficile. On peut lui demander comment que je peux t'accompagner à ce moment-ci. On peut lui faire des suggestions, tu sais, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ça te soutiendrait, tu sais, de venir avec moi, de boire un peu, qu'on puisse en parler, etc. Fait que déjà, tu sais, d'être là, d'offrir une présence, la personne, si elle offre ça à nous, c'est qu'elle est paniquée, hein, à l'intérieur. Fait qu'on vient dire, hey, merci de m'offrir ça, puis je vais en prendre soin avec toi. Mais t'es mon guide, là. OK? Fait que dis-moi un peu de quelle façon que je peux prendre soin de toi. Puis de lui rassurer, tu sais, ce que tu vis, il n'y a pas de permanence. Ce n'est pas permanent. OK? Ce que tu vis, Mhm. c'est temporaire, c'est difficile, mais ça va passer. Puis tant aussi longtemps que c'est là, si tu le veux, je vais rester avec toi. OK? Mais rappelons-lui souvent, il n'y a pas de permanence. OK? Puis lorsque la personne elle est dans un état nerveux très, très avancé, OK, comme par exemple avec la manifestation de symptômes comme une altération de la réalité, et les idées circulent très, très, très vite dans sa tête. OK? Très, très, très vite. Fait que ça se peut qu'elle nous répète souvent la même information, puis de la même façon, on a besoin de lui répéter souvent la même information, de lui dire, hey, c'est pas permanent, ce que tu vis, c'est temporaire, je vais être là. Je suis encore là. OK? Puis je t'offre encore le même genre de soutien, je te demande encore comment que je peux t'aider, puis c'est normal de répéter ça. OK, super. Mais ça me rappelle une phrase d'un de mes amis qui disait plus que ça fait longtemps que ça va mal, plus que c'est à la veille de bien aller. Je OK, pense que super. Puis, toi, au niveau personnel, est-ce que tu as des défis sportifs qui s'en viennent dans la prochaine année? Oui, mais je suis pas une fille qui s'inscrit dans plusieurs événements, mais j'ai expérimenté les courses d'aventure et d'orientation. Ça, OK. j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis eu la piqûre, là, je sais pas si tu connais ça un peu, là, les gens sont moins familiers souvent. Oui, oui, je connais quand même un peu, ouais. C'est super le fun, puis ça nous implique dans plusieurs activités. Hein. Souvent, on peut faire de la course hors des sentiers, là, vraiment bushwalk. Puis ça, Euh, c'est en équipe. Ça peut être individuel, ça peut être en équipe. Fait que OK. souvent, on va faire aussi du canot, du kayak, mais une activité nautique là, pour aller rejoindre certains spots. Puis du vélo montagne, ou dans certaines courses là, aux États-Unis, c'est plus du vélo de route, etc. Mais c'est trois moyens de transport qu'on s'offre pour atteindre tous les points, les checkpoints, là, si on veut. Puis tout ça dans une dynamique d'orientation. Fait qu'il faut s'orienter sans cellulaire, avec une carte et une boussole. Fait que c'est vraiment aventurier, puis c'est vraiment le fun. Fait que j'ai ça aussi qui s'en vient. Puis sinon, je fais beaucoup de défis avec des amis. Des défis sportifs, là, mais ouais. OK, OK. Puis comment qu'on fait pour te rejoindre là, s'il y a un événement qui nous écoute puis qui aimerait ça te rejoindre pour que tu fasses une conférence pour les bénévoles, pour équipe médicale? Ben, je suis rejoignable via mon compte Facebook, Marie-Hélène Poirier. Sinon, sur l'Ordre des travailleurs sociaux et psychothérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, j'ai toutes mes coordonnées professionnelles également. Donc, on peut me rejoindre via mon adresse professionnelle aussi avec ma licence professionnelle. OK, super. Ben, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Puis c'est super intéressant ton approche. Je trouve ça tellement intéressant comment ça crée de l'ouverture, tes questions. Puis des fois, c'est juste d'avoir une bonne question bien posée dans un bon moment précis qui fait toute la différence d'une course pour une personne, hein. Vraiment, vraiment. Fait que les mots-clés qu'on retient, c'est autorisation. Vraiment important. Fait que autorisation. Je dirais intention aussi. C'est quoi notre Mhm. intention? Et c'est quoi notre intention dans le message qu'on veut témoigner? C'est quoi notre intention quand on accompagne quelqu'un? OK? Fait que ça, Mhm. c'est vraiment important. C'est quoi notre intention quand on court aussi? Puis que cette intention-là soit portée sur une motivation qui est très intrinsèque à l'intérieur de soi plutôt qu'extrinsèque. Ça facilite également vraiment le parcours et le mieux-être. Super. Écoute, ben, merci beaucoup pour ton temps, puis bon succès dans ton événement de course d'aventure. Merci.